Je suis assise dans mon pick-up sur le parking du personnel de l'Université du Montana. Le moteur en marche. Et j'ai déjà enregistré ce message 3 fois parce que je n'arrête pas de perdre mes moyens. Ma main ne cesse de trembler. Ça fait 14 mois depuis Bob Marshall. 14 mois que j'ai senti l'écorce d'un arbre contre ma colonne vertébrale et que j'ai regardé quelque chose qui ne devrait pas exister détruire méthodiquement le seul outil qui pouvait me sauver la vie. Et je suis sur le point de retourner au départ du sentier de Spotted Bear. Ma psy dit que c'est une erreur. Le psychologue du service des forêts qui m'a déclaré apte pour le poste d'enseignante dit que c'est une erreur. Mon ex-mari, qui a cessé de répondre à mes appels après que je l'ai réveillé en hurlant pour la 9e nuit consécutive, dirait sans aucun doute que c'est une erreur. Mais j'ai besoin de savoir si c'est toujours là. J'ai besoin de revoir cette ligne de crête au-dessus de Sunburst Lake une fois de plus de jours, consciente, sans blessure, et de me prouver que ce dont je me souviens s'est réellement passé comme je m'en souviens. Ma pommette s'est mal ressoudée. Je la sens chaque matin quand je me lave le visage. Un léger creux là où l'os orbital ne s'est pas tout à fait remis en place malgré 2 opérations. Ça, c'est réel. Le tissu cicatriciel dans mon épaule gauche, là où je me la suis déboîtée en passant par-dessus le chablis, est réel. Mais les souvenirs ont cette qualité d'image de mauvais rêves, fragmentés et impossibles. Et je n'arrête pas de penser que si je retourne simplement à cet endroit précis où mon téléphone satellite s'est éteint sous la paume de quelque chose, soit je confirmerai que je suis folle, soit je confirmerai que chaque protocole, chaque mesure de sécurité, chaque supposition rationnelle que nous faisons sur les superprédateurs de la nature nord-américaine est catastrophiquement fausse. J'emporte 3 téléphones cette fois, 2 enregistreurs, et mon pistolet de service chargé de balles que je prie de ne pas avoir à utiliser. Si vous regardez ceci et que je ne reviens pas, dites à l'équipe de recherche de vérifier les coordonnées que j'ai jointes à ce fichier. Et dites-leur d'y aller par groupe de 4 minimum. Dites-leur de ne surtout pas y aller après la tombée de la nuit. Dites-leur que je suis désolé. La patrouille était censée être une simple routine. 5 jours, en solo, début septembre, avant que la neige ne commence à tomber sur les hauteurs, pour vérifier l'état des sentiers et des campements le long du corridor du Chinese Wall, de Spotted Bear au nord jusqu'à Pentagon Mountain. J'avais fait cet itinéraire probablement 40 fois dans ma carrière. 12 ans comme garde forestière avant ça à Glacier, et avant ça 4 ans dans l'armée, y compris un déploiement en Afghanistan qui m'a appris ce qu'était la vraie peur, ou du moins ce que je pensais être la vraie peur jusqu'à un mardi matin à 6h47, quand j'ai réalisé que la peur avait des profondeurs que je n'avais jamais imaginées. Le complexe sauvage de Bob Marshall s'étend sur plus d'1 million d'acres de terrain sans route, l'une des terres les plus reculées des 48 États contigus, et nous avions des protocoles pour tout. Prise de contact 2 fois par jour par téléphone satellite. Balises de suivi GPS portées en permanence, spray anti-ours et armes à feu, cartes topographiques et boussoles de secours, emplacement des caches d'urgence mémorisées. J'avais déposé mon itinéraire au poste de garde de Spotted Bear, confirmé que mon téléphone satellite fonctionnait, testé ma balise Spot, chargé mon sac avec 7 jours de nourriture au cas où le temps me retarderait, et j'avais conduit sur la route forestière jusqu'au départ du sentier sous un ciel d'un bleu si intense que ça en faisait mal aux yeux. Je me souviens avoir pensé que le parking était trop vide. En milieu de semaine en septembre, on voyait parfois quelques chasseurs se préparer pour la saison du wapiti à l'arc, peut-être un randonneur de fin de saison. Mais le terrain de gravier ne contenait que mon pick-up et un groupe lointain de ce qui ressemblait à des corbeaux tournoyant au-dessus de quelque chose de mort dans les bois. J'ai signé le registre du sentier à 7h15, noté mon itinéraire prévu et verrouillé tout ce qui n'était pas essentiel dans le véhicule. L'air sentait la résine de pin et l'automne approchant, cette touche minérale et froide qui signifiait que les ruisseaux d'altitude baissaient vers leur niveau d'hiver. Mon sac s'est posé sur mes épaules avec un poids familier,
19 kilos incluant le matériel de conservation dont j'avais besoin pour documenter les ravinements de sentiers et évaluer l'érosion de la saison. Les 5 premiers kilomètres suivaient Pentagon Creek à travers une forêt ancienne, une pente douce, et j'ai avancé à bonne allure malgré 2 arrêts pour photographier des sections où le ruissellement printanier avait endommagé le sentier. Ce que je ne savais pas, ne pouvais pas savoir, c'est que j'avais déjà été repéré. Plus tard, je retracerai mes pas obsessionnellement dans mon esprit et me demanderai si c'était arrivé au départ du sentier, si quelque chose m'avait observé depuis les bois sombres pendant que j'ajustais les sangles de mon sac, ou si j'avais attiré l'attention plus loin. Peut-être à la traversée du ruisseau où je m'étais arrêté pour filtrer de l'eau et avais remarqué sur le banc de gravier une dépression de la taille d'une botte qui ne correspondait à aucune empreinte d'animal que je connaissais. Sur le moment, je l'ai documenté avec l'appareil photo de mon téléphone, envoyé l'image sur mon cloud personnel et l'ai classé mentalement comme étant probablement une empreinte d'ours difforme, peut-être un grizzly qui avait marché sur un sol mou puis s'était déplacé avant que son poids total ne s'imprime. L'empreinte mesurait environ 35 cm de long, large au niveau des orteils, plus profonde au talon. J'aurais dû faire demi-tour. Chaque instructeur que j'avais eu, chaque manuel de protocole en milieu sauvage, chaque cours de survie insistait sur le fait qu'un signe inexpliqué en région isolée signifie qu'il faut réévaluer son calcul du risque. Mais j'avais déjà vu des empreintes bizarres. Je savais comment l'eau et le vent pouvaient déformer les traces, et j'avais un planning à respecter. À midi, j'avais grimpé au-dessus de la zone de transition de la limite des arbres, et j'émergeais sur l'approche sud exposée du Chinese Wall. Cet immense escarpement de calcaire qui court comme une épine dorsale à travers la nature sauvage. La vue de là-haut rendait généralement tout le travail valable, des sommets sans fin s'étendant jusqu'à l'horizon. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose d'anormal dans ce silence. Je me suis arrêté pour déjeuner dans un pierrier où j'avais parfois du réseau, assez pour vérifier mes coordonnées GPS et noter que j'avançais un peu plus vite que prévu. Pas de signal pour les appels, mais la balise de suivi était au vert. Et j'ai mangé une barre énergétique tout en scrutant le terrain en contrebas avec mes jumelles. Rien ne bougeait. Pas de cerfs, pas de wapiti, pas de sifflement de marmotte, pas de chant d'oiseau à l'exception d'un corbeau lointain dont le cri semblait forcé et anormal. Les rochers autour de moi portaient des marques de grattage, des entailles blanches et fraîches à travers le lichen, qui aurait pu provenir de chèvres de montagne ou de quelque chose traînant des griffes sur la pierre. Je me suis dit que c'était des chèvres. Il fallait que ce soit des chèvres. Le sentier descendait dans un ravin appelé Moose Creek, et je prévoyais de camper près d'une cabane de patrouille que le service des forêts entretenait pour les urgences. Une petite structure en rondin avec un poêle à bois et des meubles rongés par les souris qui offraient au moins un abri. J'y avais déjà séjourné, je connaissais la région. J'avais confiance. Mais quand je suis arrivé à 16h30, la porte de la cabane était ouverte. Elle penchait de travers sur ces gonds que je me souvenais être solides la saison dernière. À l'intérieur, l'endroit avait été saccagé. Les étagères arrachées des murs, le tuyau du poêle déconnecté et tordu, et éparpillé sur le sol se trouvaient des provisions de la cache d'urgence, des paquets de ramen déchiquetés, une trousse de premiers secours vidée et piétinée. Un ours, ai-je pensé immédiatement, et j'ai reculé pour chercher des traces. Rien de clair dans la terre battue près de l'entrée, mais la porte elle-même montrait de profondes rainures parallèles, 4 lignes creusées dans le bois, plus espacées que toutes les griffes d'ours que j'avais mesurées. Ma poitrine s'est serrée. J'ai appelé Spotted Bear par radio, j'ai eu des parasites. J'ai réessayé et j'ai réussi à établir une connexion hachée. Spotted Bear, ici Holm, test radio, à vous. Ma voix semblait plus stable que je ne l'étais. Encore des parasites, puis une brève clarté et la voix de Jake, le jeune garde qui était de permanence. Holm, Spotted Bear vous reçoit mal, liaison mauvaise. Répétez votre message.
Ces mots s'entrecoupaient, des syllabes perdues dans les interférences. Cabane de Moose Creek compromise, possible activité d'ours, demande de conseils sur le déplacement du campement. Je suis resté professionnel, sans mentionner les entailles sur la porte ou ce sentiment étrange qui imprégnait la clairière. La radio a grésillé, a craché des fragments de réponses que je n'ai pas pu déchiffrer. Puis s'est tu. J'ai essayé 2 fois de plus sans succès. Le téléphone satellite alors, l'appareil coûteux que nous transportions précisément pour ce genre de situation, et je l'ai sorti de la poche latérale de mon sac, j'ai déployé l'antenne, attendu l'acquisition du signal. L'écran affichait « Recherche », puis 2 barres, et j'ai composé le numéro direct du bureau de Spotted Bear. Ça a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale générique du service des forêts. J'ai laissé un message à propos de la cabane et j'ai continué à marcher, décidant de camper 3 kilomètres plus au nord, sur un site que je connaissais près de la ligne de crête. C'est là que j'ai commencé à entendre les coups. Une percussion sourde, nette et délibérée, résonnant contre les parois du canyon selon des schémas qui ne correspondaient à rien de naturel. Les arbres tombent, des branches mortes se détachent, mais c'était rythmé, espacé d'environ 5 secondes, et ça suivait ma position en parallèle alors que je progressais sur le sentier. Je m'arrêtais, ça s'arrêtait. J'accélérais, ça maintenait le rythme. Les coups venaient d'une forêt dense à ma droite, des pins tordus où la visibilité chutait à peut-être 6 mètres. Je me suis souvenu avoir lu quelque part, peut-être sur un de ces forums de cryptozoologie que je parcourais pendant les gardes tranquilles, que les coups sur le bois étaient associés à des avertissements territoriaux dans le comportement des primates. J'ai rejeté cette pensée. Les wapitis frappent parfois les arbres pendant le rut. Des branches tombent, des heurtent des troncs. Il y avait des explications rationnelles qui ne m'obligeaient pas à croire en des hominidés reliques survivants sans être détectés dans la nature américaine. Mais ma main a quand même trouvé le spray anti-ours sur mon harnais de poitrine, mes doigts s'enroulant autour de la bombe comme un talisman. Le campement que j'ai atteint juste avant le crépuscule était une petite zone plate à 6 mètres du sentier, entourée de krumholtz et offrant de bonnes lignes de vue sur la pente en contrebas. J'ai monté ma tente rapidement, l'efficacité prenant le pas sur l'angoisse grandissante dans mon estomac, et j'ai commencé à filtrer de l'eau d'un suintement proche. La nuit tombait tôt en septembre à cette altitude, et je travaillais à la frontale, chaque petit bruit dans la forêt environnante me faisant m'arrêter et écouter. Une fois, j'ai entendu quelque chose de gros se déplacer dans les broussailles en dessous de ma position, des pas lourds qui se sont arrêtés quand j'ai dirigé ma frontale vers le bruit. Rien de visible, juste le faisceau coupant à travers les troncs d'arbres et se dissipant dans le noir. J'ai crié « Oh, l'ours! Oh, l'ours !» Le bruit de dissuasion standard et quoi que ce soit, ça s'est retiré dans une direction qui suggérait une intelligence quant aux endroits que ma lumière ne pouvait pas atteindre. Mon dîner fut une barre protéinée froide parce que je ne pouvais pas me résoudre à allumer le réchaud et à signaler ma position. J'ai suspendu mon sac de nourriture à une branche d'arbre en utilisant la technique anti-ours. Je me suis changé pour mettre des sous-vêtements secs à l'intérieur de la tente. Et je me suis allongé dans mon sac de couchage avec le pistolet à côté de moi, et mon esprit tournant en boucle sur des doutes raisonnables. À 23h23, j'ai été réveillé en sursaut par le bruit de pierres heurtant ma tente. Pas des cailloux, pas de la grêle, mais des pierres de la taille d'un poing frappant le double toit avec assez de force pour faire plier le tissu vers l'intérieur. J'ai attrapé ma frontale et mon pistolet. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente en tâtonnant et j'ai balayé le campement avec le faisceau. Rien. Les pierres étaient éparpillées sur le sol près de l'entrée de ma tente, des galets de rivière qui n'avaient rien à faire à cette altitude, transportés depuis plus bas. Une autre pierre a volé hors de l'obscurité et a frappé un arbre à 2 mètres de ma gauche avec un claquement sec comme un coup de fusil. J'ai crié « Qui est là ? Identifiez-vous » Protocole ridicule vu les circonstances,
et j'ai engagé une balle dans la chambre du pistolet tout en sachant que je ne tirerais pas à l'aveugle dans une forêt où des campeurs pourraient se trouver. Les lancers de pierres ont cessé. Le silence s'est installé autour de moi, seulement rompu par ma propre respiration rauque et le sang qui battait dans mes oreilles. Je suis resté debout devant ma tente par une température proche de 0 pendant 20 minutes, scrutant avec la frontale, ne voyant rien, et je suis finalement retourné à l'intérieur pour rester éveillé jusqu'à l'aube grise. Le deuxième jour a commencé en me disant que j'avais effrayé des campeurs idiots qui pensaient que jeter des pierres sur la tente du service des forêts était hilarant. Ou peut-être que j'avais campé trop près du territoire d'un ours et qu'il exprimait son mécontentement d'une manière qui n'était généralement pas incluse dans le comportement des ours, mais le stress vous pousse à tout rationaliser. J'ai levé le camp rapidement, sauté le petit déjeuner, et je suis parti vers le nord, en direction du prochain point de contrôle à Sunburst Lake. Le sentier grimpait à travers des prairies subalpines où le givre s'accrochait encore à l'herbe, et j'ai marché d'un bon pas, voulant m'éloigner du campement de la nuit précédente. Ma prise de contact par téléphone satellite à Huitren s'est déroulée sans problème. Jake a répondu à la deuxième sonnerie et a enregistré ma position et mon statut comme normaux. Je n'ai pas mentionné les pierres. Le dire à voix haute le rendrait réel, nécessiterait des explications que je n'avais pas, et je me demandais déjà si je n'en avais pas rêvé une partie. Le terrain s'est ouvert sur un bassin de mélèzes épars et d'affleurements de granit, magnifique de cette manière austère des hautes terres, et je me suis arrêté pour photographier les dégâts d'érosion sur une section en lacet. C'est là que j'ai vu l'arbre, un jeune pin tordu d'environ 10 cm de diamètre, cassé net à 2,40 m du sol et pendant de la base éclatée à un angle qui défiait toute explication par le vent. La cassure était fraîche, la sève perlait encore sur la blessure, et quand j'ai examiné le tronc, j'ai trouvé des empreintes dans l'écorce qui ressemblaient de façon troublante à des doigts. De grandes empreintes, très espacées, comme si quelque chose avait saisi l'arbre à 2 mains et l'avait simplement tordu jusqu'à ce que le bois cède. J'ai mesuré l'envergure de la main avec ma règle, la notant à un peu plus de 28 cm, et j'ai senti mon sang-froid professionnel commencer à se fissurer. Aucun ours, aucun wapiti, aucun humain ne pouvait générer la force nécessaire pour casser du bois vert de ce diamètre. J'ai pris des photos sous plusieurs angles, pris des notes détaillées dans mon carnet de terrain, et classé mentalement l'incident comme des données nécessitant une enquête plus approfondie. Tandis qu'une partie plus profonde de mon cerveau commençait à hurler que je devais interrompre la patrouille et repartir immédiatement. Au lieu de ça, j'ai continué. Stupide, imprudent, arrogant peut-être, mais j'étais au 2e jour d'un itinéraire de 5 jours et j'avais des sections de sentiers à évaluer, des campements à documenter, et une carrière bâtie sur le fait de ne pas être la garde forestière qui fuit devant des signes étranges dans les bois. Sunburst Lake est apparu à travers les arbres juste avant midi, un lac glaciaire reflétant les sommets environnants dans une eau si claire qu'on pouvait voir chaque rocher au fond à 5 mètres de profondeur. J'avais prévu de camper là cette nuit-là, de me reposer et de continuer vers le nord le lendemain, mais quand je suis arrivé au site établi, je l'ai trouvé détruit. Le foyer avait été démantelé, les pierres éparpillées dans la clairière. La boîte de rangement pour la nourriture, un lourd conteneur anti-ours ancré dans la roche, avait été arrachée de ses boulons de fixation et projetée dans le lac où elle flottait en eau peu profonde. Et disposées au centre du campement se trouvaient 3 grosses roches placées en formation triangulaire, chacune trop lourde pour que je puisse la soulever seule, positionnée avec une précision délibérée qui m'a glacé le sang. J'ai immédiatement appelé Spotted Bear par radio. J'ai de nouveau eu Jake, et cette fois je n'ai pas caché l'inquiétude dans ma voix. Spotted Bear, Holm demande à parler à un superviseur. J'ai un vandalisme important au campement de Sunburst Lake, et j'ai besoin de conseils pour la poursuite de la patrouille. Des parasites, puis la réponse de Jake est arrivée assez clairement.
Reçu Holmes, la superviseure Wilson est absente jusqu'à jeudi. Pouvez-vous décrire le vandalisme? J'ai expliqué le foyer détruit et la boîte à ours déplacée. J'ai omis les roches disposées, parce que dire ça à voix haute aurait semblé insensé. Et Jake a répondu avec la compassion bureaucratique de quelqu'un qui n'a jamais travaillé en région isolée. Ouais, c'est chiant. Probablement des campeurs connards. Documentez tout pour le rapport d'incident et continuez la patrouille si c'est sûr. Vous sentez-vous en sécurité pour continuer? Est-ce que je me sentais en sécurité? J'ai regardé les roches formant leur triangle parfait, les marques de traînées dans la terre où quelque chose avait arraché la boîte à ours de ses ancrages. Et j'ai dit « Affirmatif, je continue la patrouille. » Parce que quelle était l'alternative? Appeler pour dire que je pensais que quelque chose d'impossible me traquait dans la nature et voir la crédibilité de ma carrière s'évaporer. J'ai monté ma tente à l'extrémité nord de la clairière, où j'avais des lignes de vue dans plusieurs directions. J'ai positionné mon équipement pour un accès rapide et j'ai passé l'après-midi à essayer de réparer la situation de la boîte de rangement en la ramenant sur la rive et en la fixant à un arbre avec de la corde d'escalade. La boîte elle-même avait des empreintes de doigts dans l'acier qui ne devraient ne pas exister en dehors d'accidents industriels. Ce soir-là, j'ai eu mon premier aperçu clair, et cela a redéfini ma conception de la terreur. Je filerais de l'eau au bord du lac, accroupi sur les rochers le dos à la forêt quand j'ai entendu un son comme une respiration lourde, rythmée et profonde, venant de la lisière des arbres à 12 mètres de là. Je me suis retourné lentement, chaque muscle tendu et je l'ai vu, debout dans l'ombre entre deux grands pins. La lumière déclinait, l'heure dorée glissant vers le crépuscule, mais la forme ne correspondait à aucun animal que j'avais étudié en 20 ans de travail en milieu sauvage. Il se tenait droit, ses épaules massives se découpant sur les arbres qui s'assombrissaient, et il me regardait avec une intensité que je pouvais sentir même sans voir clairement son visage. Hauteur d'environ 2,70 m, bâti comme une créature conçue pour démolir de grands mammifères, et il se balançait légèrement comme pour tester ma réaction. J'ai cherché à tâtons le spray anti-ours sur ma poitrine, j'ai enlevé la sécurité, et je me suis levé assez vite pour que ma vision se trouble. La forme n'a pas bougé. Nous nous sommes observés à travers 12 mètres de forêt qui s'assombrissaient, prédateurs et proies figés dans une évaluation mutuelle, et j'ai compris avec une clarté cristalline que je n'étais pas le prédateur dans ce scénario. Ma voix est sortie stable malgré l'adrénaline qui inondait mon système. « Hé, reculez! Je suis armé !» Chose absurde à dire à quelque chose qui ne comprenait pas l'anglais, mais j'avais besoin d'entendre un son humain. La forme a déplacé son poids et j'ai saisi des détails que mon esprit essayait de rejeter. La largeur de son torse, la longueur de ses bras, la façon dont il se déplaçait avec une puissance fluide qui suggérait une domination physique absolue. Puis il a vocalisé, un son qui a commencé bas dans sa poitrine et s'est transformé en un cri rauque et puissant, une sorte de ululement qui a résonné contre les parois du bassin et a fait hurler de fuir chaque instinct de survie primitif dans mon corps. Je n'ai pas fui. Courir déclenche la poursuite chez les prédateurs, et quoi que ce soit, ça avait prédateur écrit dans chaque aspect de sa présence. Au lieu de ça, j'ai reculé vers ma tente, en gardant le spray anti-ours pointé en observant la forme, et elle m'a observé en retour jusqu'à ce que j'atteigne la tente et que je m'y engouffre. À travers la moustiquaire, je pouvais le voir debout dans la même position, immobile, et nous sommes restés comme ça pendant 10 minutes, ou peut-être 10 heures. Le temps avait perdu sa cohérence, jusqu'à ce que l'obscurité totale le dissimule enfin à ma vue. J'ai passé cette nuit-là avec mon pistolet dans une main et ma frontale dans l'autre, écoutant des bruits qui tournaient autour de mon campement selon des schémas trop délibérés pour être l'errance d'un animal. Des pas lourds dans la forêt, assez proches pour faire vibrer le sol à travers mon matelas. Des branches se brisant à intervalles réguliers,
chaque craquement plus fort que le précédent, une guerre psychologique plus efficace que n'importe quelle menace directe. À un moment, quelque chose a frôlé le double toit de la tente, une pression qui s'est déplacée de la base au sommet et est redescendue, et je suis resté figé pendant qu'il testait la structure comme un client examine un produit. La pression s'est relâchée, les pas se sont éloignés, et j'ai entendu des éclaboussures venant du lac, des bruits de claquements rythmiques qui auraient pu être quelque chose qui buvait ou quelque chose qui démontrait son contrôle de la source d'eau dont j'avais besoin pour survivre. L'aube est venue avec une lenteur angoissante, et quand la lumière grise a finalement filtré à travers le tissu de la tente, j'ai ouvert la fermeture éclair pour trouver d'énormes empreintes de pas dans la boue près du bord du lac. Les traces mesuraient 40 cm de long, clairement définies, montrant 5 orteils avec une plante large et un talon proéminent. La longueur de l'enjambée entre les empreintes dépassait 1,80 m. Je les ai photographiées avec mon téléphone, utilisé ma règle comme échelle, fait un moulage en plâtre avec mon kit de réparation dentaire d'urgence mélangé à de l'eau du lac. Et j'ai tout documenté avec la précision méthodique de quelqu'un qui essaie de ne pas assimiler ce que les preuves signifiaient. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû m'arrêter 2 fois et respirer pour calmer la panique. Ce n'étaient pas des traces d'ours, elles n'étaient pas humaines. Elles correspondaient aux descriptions que j'avais lues dans des rapports de faune marginaux, dans des histoires orales indigènes, dans des récits rejetés par la science traditionnelle comme des identifications erronées ou des canulars, et je les regardais en personne en sachant que ma carrière serait détruite si je rapportais cela honnêtement. J'ai essayé mon téléphone satellite, j'ai eu du signal, et j'ai appelé le poste de Spotted Bear. Jake a répondu, sa voix matinale joyeuse grinçant contre mes nerfs à vif. « Bonjour Holm, comment se passe la patrouille ? Je dois parler à la superviseure Wilson immédiatement. » Ma voix sonnait faux, trop tendue, et Jake l'a remarqué. « Elle ne sera pas de retour avant jeudi après-midi. Est-ce une urgence ? Êtes-vous blessé ? » Est-ce que j'étais blessé ? Physiquement non, psychologiquement oui, professionnellement sur le point de l'être. Négatif, je ne suis pas blessé, mais j'ai des indices de faune qui nécessitent une analyse d'expert. Et je demande la permission de terminer la patrouille plus tôt et de retourner au poste. Silence au bout du fil, puis Jake est revenu, confus. Quel genre d'indice de faune ? J'ai regardé les empreintes, le moulage qui durcissait dans la boue, et j'ai pris une décision qui allait me hanter. De grandes empreintes de primates, espèces inconnues, multiples indicateurs d'agression territoriale. Je dois ramener ces preuves pour une documentation appropriée. Plus de silence. Puis la voix de Jake a pris ce ton soigneusement neutre que les gens emploient quand ils pensent que vous perdez la tête. Holm, il n'y a pas de primates dans la nature du Montana. Vous êtes sûr que ça va ? Avez-vous besoin d'une évacuation médicale ? Et voilà, le choix entre admettre que je voyais des choses qui n'existaient pas ou insister sur le fait que je voyais des choses qui ne pouvaient pas exister. Dans les 2 cas, cela menait à une évaluation psychologique et à un travail de bureau. Négatif pour l'évacuation médicale, je continue la patrouille comme prévu. Holm, terminé. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, avant que je ne puisse entendre la pitié ou l'inquiétude, et je me suis assise sur un rocher au bord du lac en essayant de décider si j'étais folle. Les empreintes de pas se fichaient de ma santé mentale. Elles restaient imprimées dans la boue, impossibles et réelles. Le 3e jour, j'aurais dû retourner au départ du sentier. La décision intelligente, la décision sûre. La décision que toute personne rationnelle prendrait. Mais j'avais déjà signalé les traces. Je m'étais déjà désigné comme la garde forestière qui prétendait avoir trouvé des preuves de Bigfoot, et revenir plus tôt aurait cimenté l'idée que j'avais paniqué à cause d'empreintes d'ours mal identifiées. Alors j'ai levé le camp et continué vers le nord,
suivant mon itinéraire prévu vers Pentagon Mountain avec la détermination sinistre de quelqu'un qui s'est déjà engagé dans un choix terrible. Le sentier grimpait à travers de vieilles zones brûlées où des arbres squelettiques se dressaient comme des balises au-dessus de la nouvelle croissance, et j'ai avancé à bonne allure, malgré le fait de regarder par-dessus mon épaule toutes les 30 secondes. Ma balise Spot montrait ma progression, de petits cailloux électroniques enregistrant ma position pour l'équipe de recherche qui, je l'espérais, ne serait pas nécessaire. J'avais décidé d'installer ma caméra de surveillance cet après-midi-là, un appareil à déclenchement de mouvement que j'utilisais normalement pour documenter la faune utilisant les couloirs de sentier. Si je pouvais capturer des images claires de la créature, si je pouvais fournir une preuve indéniable, alors peut-être que le risque en vaudrait la peine. J'ai trouvé un bon emplacement près d'une jonction de pistes de gibier. J'ai monté la caméra sur un arbre à hauteur de poitrine, vérifié la batterie et la carte mémoire et activé le mode infrarouge. L'installation a pris 15 minutes et j'ai marqué l'emplacement dans mon GPS pour la récupérer à la fin de la patrouille. Cette caméra représentait ma seule chance d'avoir une preuve. La différence entre être la garde forestière qui a perdu la tête dans le bob et la garde forestière qui a documenté une espèce que la science prétendait ne pas exister. J'ai marché encore 1,5 km et j'ai installé mon campement dans un petit bosquet d'épicéas où la canopée au-dessus offrait un certain confort psychologique, aussi mince soit-il. L'attaque a eu lieu au crépuscule alors que je chauffais de l'eau pour mon repas déshydraté. Je venais d'allumer mon réchaud, j'étais accroupi près de la casserole quand j'ai entendu un grognement venant de l'obscurité au-delà de la lumière de mon feu de camp. J'ai levé les yeux et il était là à 5 mètres, debout, complètement droit dans une posture qui rayonnait l'agressivité. La lumière du feu a éclairé son visage pour la première fois, et j'ai vu des traînes qui ne devraient pas exister. Une arcade sourcilière proéminente, un nez large et plat, des yeux qui reflétaient de l'orange dans la lumière de la flamme comme un prédateur nocturne. Sa bouche s'est ouverte, montrant des dents, et il a hurlé, un son qui combinait la rage d'un primate avec quelque chose de plus profond et de plus ancien, une vocalisation qui a fait vibrer mes os. J'ai attrapé le spray anti-ours, mais il a bougé plus vite, couvrant la distance entre nous en 2 enjambées massives, et sa main, c'est ce que c'était malgré la taille et les griffes. Sa main a balayé le réchaud et a envoyé la casserole voler. L'eau bouillante a éclaboussé ma jambe et j'ai senti la brûlure à travers mon pantalon, mais la douleur était lointaine comparée à la terreur de regarder cette chose détruire mon équipement avec une violence désinvolte. Mon pistolet était dans la tente. Le spray anti-ours était dans ma main glacée, mais mon pouce n'arrivait pas à trouver la gâchette. Il a empoigné mon téléphone satellite là où je l'avais posé sur un rocher à côté du réchaud, a tenu l'appareil comme pour l'examiner, puis l'a broyé d'une seule main. J'ai entendu l'écran se briser, le boîtier en plastique craquer et se fendre, et j'ai regardé $600 d'équipement de communication d'urgence devenir des débris dans sa paume. Puis il m'a regardé, un contact visuel direct qui ressemblait à une évaluation, et j'y ai vu de l'intelligence, une conscience de la résolution de problèmes qui était en quelque sorte pire que la rage animale aveugle. Il a laissé tomber le téléphone détruit et m'a frappé au visage avec son autre main. Une gifle à main ouverte qui a fait basculer ma tête sur le côté et m'a envoyé rouler au sol. La douleur a explosé dans ma pommette et mon orbite, brûlante et nauséeuse, et je me suis recroquevillé en position de protection, m'attendant à une seconde attaque qui se terminerait par ma mort dans ce bosquet d'épicéas. L'attaque n'est pas venue. Je suis resté là, du sang coulant dans ma bouche et le monde basculant de manière écœurante, écoutant des pas lourds se retirer dans la forêt, attendant le retour, le coup de grâce, la conclusion logique d'une rencontre avec un prédateur. Rien. Juste le silence et le sifflement de mon réchaud renversé et l'horrible compréhension qu'il avait choisi de ne pas me tuer. Cette retenue était plus terrifiante que ne l'aurait été la violence,
car la retenue impliquait une intention, impliquait que cette chose avait des objectifs au-delà de la prédation immédiate. J'ai rampé jusqu'à ma tente, réussi à entrer et j'ai ouvert ma trousse de premier secours en tâtonnant avec des mains qui ne cessaient de trembler. Mon visage était déjà en train d'enfler, ma pommette avait une forme anormale sous mes doigts, et quand j'ai essayé d'ouvrir complètement la bouche, la douleur m'a presque fait perdre connaissance. Fracture de l'os orbital, peut-être fracture de l'arcade zygomatique, certainement des lésions des tissus mous. J'avais besoin de soins médicaux et je n'avais aucun moyen d'appeler à l'aide. Le téléphone portable de secours dans mon sac n'avait pas de réseau si profondément dans la nature. Ma radio fonctionnait pour les communications en visibilité directe, mais nous étions hors de portée de toute station. La balise Spot sur mon harnais avait une fonction SOS qui enverrait mes coordonnées au secours, mais l'activer signifiait admettre que je ne pouvais pas terminer la patrouille, déclencher une intervention qui me trouverait délirant sur une attaque par un cryptide, et je ne pouvais pas penser assez clairement pour décider si c'était mieux ou pire que d'essayer de sortir par mes propres moyens. J'ai appuyé sur le bouton SOS. Rien ne s'est passé. L'appareil n'a pas bipé, n'a pas affiché le voyant de confirmation. J'ai vérifié la batterie et l'ai trouvée complètement vide alors qu'elle était entièrement chargée ce matin-là. J'ai essayé ma montre GPS et j'ai obtenu le même résultat. Batterie morte, une panne de batterie impossible sur plusieurs appareils à la fois. Il avait ciblé mes communications systématiquement. Et l'intelligence que cela nécessitait rendait mon visage cassé encore plus douloureux. Pendant la nuit, je suis resté dans ma tente, appliquant de la glace de ma gourde sur mon visage et écoutant les bruits de quelque chose de gros se déplaçant dans le périmètre du camp. N'essayant pas d'entrer, n'attaquant pas à nouveau, juste maintenant sa présence, me faisant savoir que j'étais contenu. Toutes les 30 minutes, j'entendais des coups sur du bois venant de différentes directions. Un schéma de triangulation suggérant soit plusieurs créatures, soit une seule tournant autour de ma position. Je ne pouvais pas décider ce qui était le plus terrifiant. Mon arme à feu gisait chargée à côté de moi et je jouais des scénarios dans ma tête. Pourrais-je tirer avec précision avec ma perception de la profondeur détruite? Les balles arrêteraient-elles même quelque chose de cette taille? Combien de balles faudrait-il? Où viserais-je? Les questions tourbillonnaient jusqu'à ce que l'aube revienne et que je sorte de ma tente en rampant pour évaluer les dégâts. Mon campement ressemblait au passage d'une petite tornade. Équipement éparpillé, sac de nourriture arraché de sa suspension et partiellement saccagé, contenu répandu sur le sol. Le réchaud était tordu, inutilisable. Ma carte topographique était déchiquetée. Ma boussole brisée. Tout ce qui était électronique était soit vidé, soit détruit, sauf mon téléphone qui avait un minimum de batterie restante et pas de réseau mais pouvait encore prendre des photos. J'ai documenté la destruction, photographié mon visage enflé avec l'appareil photo du téléphone et fait un inventaire de ce qui restait fonctionnel. De la nourriture pour peut-être 4 jours de plus si je rationnais. Le filtre à eau fonctionnait encore. Les fournitures de premier secours étaient pour la plupart intactes. Pistolets et munitions, vêtements et abris. Je pouvais survivre jusqu'à ma date de prise de contact prévue dans 4 jours, lorsque mon absence de rapport déclencherait une recherche. Le plan était simple, rester sur place, conserver mes ressources et attendre les secours. Je ne me souciais plus de ma carrière ou du ridicule qui m'attendait. Je voulais juste survivre. Mais la caméra de surveillance, je l'avais installée l'après-midi précédent, à déclenchement de mouvement, positionnée pour capturer tout ce qui utilisait cette piste de gibier. Si elle avait enregistré pendant la nuit, si par hasard elle avait filmé la créature, ces images transformeraient cela des hallucinations d'une garde forestière blessée en preuve documentable. J'avais besoin de cette caméra. L'emplacement était à environ 1,5 km au sud, une randonnée facile en temps normal, mais mes circonstances actuelles comprenaient un visage fracturé, une vision compromise et quelque chose qui me traquait activement à travers la forêt.
J'ai passé 1 heure à me convaincre et à me dissuader de tenter la récupération. La peur disait de rester au camp, d'attendre les secours, d'accepter la perte. Le désespoir disait de récupérer les images, de prouver ce qui s'était passé, de donner un sens à ce cauchemar. J'ai quitté le camp à 9 heures, mon pistolet à la main et ma dernière barre énergétique dans ma poche, me déplaçant lentement à travers le terrain de la cicatrice de brûlure, vers l'emplacement de la caméra. Chaque ombre ressemblait à une menace. Chaque son me faisait m'arrêter et scruter la forêt. La randonnée a duré 40 minutes au lieu des 20 habituelles, et quand j'ai atteint la jonction de la piste de gibier où j'avais monté la caméra, j'ai trouvé l'arbre, juste l'arbre, éclaté à hauteur de poitrine, le support de la caméra arraché avec une section d'écorce. Sous le tronc endommagé gisait la caméra brisée au-delà de tout espoir de récupération de données, la carte mémoire cassée en 2 et l'objectif broyé dans la terre. J'ai ramassé les morceaux avec des mains devenues insensibles. Je les ai retournés à la recherche de quelque chose de récupérable et j'ai compris avec une clarté parfaite que toute tentative de documenter cette créature échouerait. Elle connaissait les caméras, elle connaissait les téléphones et les appareils GPS et elle détruisait systématiquement tout ce qui pouvait prouver son existence. Le retour au camp a pris plus de temps car je m'arrêtais fréquemment pour pleurer, des sanglots laids et désespérés qui faisaient de mal à mon visage cassé, et n'accomplissait rien d'autre que de libérer une certaine pression dans mon esprit. Quand j'ai atteint le campement, j'ai trouvé ma tente effondrée, les arceaux de soutien pliés à des angles qui témoignaient d'une malveillance délibérée. Mon sac de couchage avait été sorti et déchiqueté, l'isolant éparpillé dans la clairière comme de la neige. Le sac de nourriture que j'avais laissé suspendu avait complètement disparu, probablement traîné dans la forêt par quelque chose qui pouvait atteindre plus haut que n'importe quel ours. Je suis resté au centre de la destruction et j'ai ri, un rire au bord de l'hystérie, parce que l'absurdité avait transcendé la terreur pour atteindre un autre territoire émotionnel. J'étais seul, blessé, sans communication ni abri fonctionnel, terrorisé par une créature que la science disait ne pas exister, et mes seules options étaient d'attendre les secours ou d'essayer de sortir en randonnée avec une vision limitée et une capacité de navigation discutable. J'ai choisi d'attendre. La décision n'était ni courageuse ni intelligente, juste épuisée. J'ai rassemblé ce qui restait de ma tente. J'ai réussi à créer un abri partiel en utilisant le double toit et de la paracorde, et je me suis glissé dans l'abri inadéquat pour attendre la fin du 4e jour. Mon approvisionnement en eau était faible, alors j'ai fait un lent voyage jusqu'au ruisseau le plus proche. J'en ai filtré assez pour remplir mes bouteilles, et je suis retourné au camp sans incident. Le silence semblait pire que les bruits des nuits précédentes, vide et en attente, et j'ai passé l'après-midi à écrire un compte rendu détaillé de tout ce qui s'était passé dans mon carnet de terrain. Si les secours trouvaient mon corps, au moins il y aurait une documentation aussi folle qu'elle puisse paraître. J'ai daté chaque entrée, inclus des horodatages, décrit l'apparence et le comportement de la créature, catalogué l'équipement détruit. Mon écriture devenait de plus en plus tremblante à mesure que les analgésiques s'estompaient, et que le gonflement de mon visage faisait battre ma tête à chaque pulsation. La 4e nuit fut la plus longue de ma vie. La créature est revenue. Je pouvais l'entendre se déplacer dans l'obscurité juste au-delà de la lumière de mon petit feu de camp soigneusement entretenu. Elle n'est jamais entrée dans le rayon de lumière, ne s'est jamais montrée, mais je sentais sa présence comme une pression atmosphérique, oppressive et inéluctable. Une fois, je l'ai entendue patauger dans le ruisseau en amont, des bruits de guet lourds, et j'ai réalisé qu'elle me coupait l'accès à l'eau, me testant, apprenant mes habitudes. Quelle que soit l'intelligence qui guidait ses actions, elle m'étudiait de la même manière que j'avais étudié d'innombrables animaux au cours de ma carrière, et être le sujet au lieu de l'observateur a inversé ma compréhension de la dynamique de la nature.
Je n'étais pas une garde forestière documentant le comportement de la faune. J'étais une proie en cours de traitement par quelque chose qui avait du temps et de la curiosité. Le 5e jour, je me suis réveillé dans un silence si complet que mes oreilles bourdonnaient. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruit d'insectes, pas de vent dans les arbres. La forêt était devenue morte autour de mon camp, et je savais sans vérifier que la créature était proche, observant, attendant la suite. Je suis resté dans mon abri inadéquat toute la matinée, rationnant le reste de ma nourriture, sirotant de l'eau et comptant les heures jusqu'à ce que mon heure de prise de contact prévue passe et déclenche les protocoles de recherche. Jake attendrait mon appel à 8h01. Quand je ne me manifesterais pas, il attendrait quelques heures pour des problèmes de signal, puis ferait remonter l'information à la superviseure Wilson. Elle me donnerait jusqu'à ce soir-là, peut-être le lendemain matin, avant d'organiser une recherche. Les protocoles de recherche et de sauvetage pour les gardes forestiers en retard dans le Bob Marshall signifiaient d'abord une reconnaissance aérienne, à la recherche de ma balise Spot qui était morte, scrutant l'équipement de couleur vive que je n'avais plus. Les équipes au sol viendraient ensuite, suivant mon itinéraire déposé, s'attendant à me trouver quelque part le long du parcours prévu. Le calendrier signifiait encore 36 heures minimum avant que quelqu'un n'atteigne ma position. J'ai passé le 5e jour à réorganiser mes provisions restantes et à essayer de garder mon visage blessé propre. Le gonflement avait atteint son maximum, mais la décoloration était spectaculaire. Tout mon côté gauche, du sourcil à la mâchoire, était marbré de violet et de noir. Quand je palpais doucement le long de la pommette, je pouvais sentir la fracture, un léger déplacement qui nécessiterait une intervention chirurgicale pour être correctement remis en place. Mon œil gauche était presque fermé par le gonflement, mais je pouvais encore voir des formes à travers la fente étroite. Les brûlures sur ma jambe dues à l'eau renversée cloquaient, du 2e degré à leur sensation, et j'ai utilisé mes maigres fournitures de premier secours pour panser les plaies. Tout faisait mal avec une douleur lancinante que j'avais appris à gérer pendant mon déploiement, mais cette expérience ne rendait pas la douleur actuelle plus facile, juste plus familière. Cet après-midi-là, j'ai entendu des hélicoptères, un bruit de rotor lointain qui a fait bondir mon cœur d'espoir. Je suis sorti en courant de mon abri. J'ai attrapé mon miroir de signalisation d'urgence de ce qui restait de mon sac. Et j'ai couru dans la clairière en essayant de faire des signaux à l'aéronef. L'hélicoptère est passé à l'ouest, sa trajectoire de recherche visible dans son vol méthodique, trop loin pour voir mes signaux. J'ai essayé quand même, réfléchissant la lumière du soleil vers sa position jusqu'à ce que mon bras me fasse mal et que l'aéronef disparaisse derrière la crête. Il me cherchait. La recherche avait commencé, ce qui signifiait que les secours arrivaient. Éventuellement, si je pouvais survivre jusqu'à ce qu'ils élargissent le rayon de recherche pour inclure cet endroit. Je suis retourné à mon abri et j'ai attendu, guettant des passages de retour qui ne sont jamais venus. La 5e nuit, la créature est revenue, mais différemment, plus agressive que les nuits précédentes. Des impacts de roches contre les arbres voisins ont commencé vers minuit. Des lancers puissants qui encastraient des pierres dans le bois avec des craquements audibles. Puis les vocalisations de longs cris ululants qui semblaient venir de plusieurs directions, suggérant soit plus d'une créature, soit une acoustique que je ne comprenais pas. Je me suis blotti dans mon abri de fortune avec le pistolet sur mes genoux et j'ai prié avec des mots que je me souvenais à peine de mon enfance, des supplications à moitié formées à toute divinité qui pourrait protéger une garde forestière idiote qui était restée trop longtemps dans la nature. Les lancers de pierres se sont intensifiés, les impacts atterrissant plus près de ma position, une pierre déchirant le tissu du double toit et manquant ma tête de quelques centimètres. J'ai tiré un coup de feu en l'air, la détonation obscènement forte dans le silence de la nuit, et tout s'est arrêté. Plus de roches, plus d'appels, juste mes oreilles qui bourdonnaient et l'odeur de la poudre. J'avais gaspillé une balle en tir de sommation, mais la cessation des attaques en valait la peine.
À l'aube du 6e jour, j'ai de nouveau entendu les hélicoptères, plus proches cette fois, volant selon un quadrillage qui couvrirait éventuellement ma zone. J'ai préparé mon miroir de signalisation, rassemblé l'équipement de couleur la plus vive qu'il me restait, et quand j'ai entendu l'aéronef approcher, j'ai couru dans la clairière et j'ai agité les bras en signe de détresse universelle. L'hélicoptère est passé au-dessus de ma tête, assez près pour que je puisse voir le casque du pilote, et j'ai cru qu'ils m'avaient en vue, certaine qu'ils avaient repéré mes signaux. Mais l'aéronef a continué sa route sans changer de cap. Je suis resté dans la clairière à crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne, regardant l'hélicoptère s'éloigner, et j'ai senti quelque chose se briser en moi qui ne s'était pas brisé pendant l'attaque, la destruction de l'équipement ou les nuits de terreur. Ils étaient juste là et ils m'avaient en manqué. La canopée forestière était trop dense, ma position trop dissimulée, et j'ai compris qu'une recherche au sol serait nécessaire pour me localiser. Je suis retourné au camp et l'ai trouvé de nouveau détruit. Pendant que j'étais dans la clairière à faire des signaux à l'hélicoptère, quelque chose était entré dans mon abri et avait mis en pièces le peu qui restait. Mon carnet de terrain avait disparu. Le compte-rendu détaillé que j'avais passé des jours à écrire, envolé. Mes vêtements de rechange étaient éparpillés et piétinés. Le reste de ma nourriture était écrasé dans la terre. Seul le pistolet restait parce que je l'avais emporté avec moi dans la clairière et je me suis assise dans les décombres en essayant de décider si une balle réservée pour moi-même était le choix le plus judicieux. Je n'ai pas fait ce choix. Je ne sais toujours pas si c'était du courage ou de la lâcheté, mais j'ai rechargé le pistolet et j'ai décidé d'essayer de sortir en randonnée par mes propres moyens le lendemain matin. Attendre les secours n'avait plus de sens, mais je n'ai pas eu à faire cette randonnée. En fin d'après-midi du 6e jour, j'ai entendu des voix humaines appelant mon nom, et j'ai titubé vers le son avec plus d'énergie que je n'en avais ressenti depuis des jours. L'équipe de recherche m'a trouvé à mi-chemin entre mon camp et le sentier, 2 gardes d'un district voisin et un volontaire du SAR du comté, et leurs visages, quand ils m'ont vu, m'ont dit à quel point j'étais mal en point. J'ai réussi à dire « Besoin d'assistance médicale, fracture faciale, possible atteinte de l'os orbital. » En restant clinique, avant que mes jambes ne cèdent et qu'ils ne me rattrapent. Les questions ont commencé immédiatement. Que s'est-il passé? Où est votre téléphone satellite? Pourquoi n'avez-vous pas activé votre balise d'urgence? Et j'ai pris une décision à ce moment-là qui allait définir le reste de ma carrière. Je suis tombé, ai-je dit. En grimpant sur un chablis par faible luminosité, j'ai perdu pied. J'ai atterri le visage sur une bûche. J'ai détruit mon téléphone satellite dans la chute. Je ne pouvais pas appeler à l'aide. L'histoire était assez crédible. Des accidents arrivaient dans la nature. L'équipement tombait en panne. Les gardes se blessaient. Ils n'avaient que pas besoin de savoir pour la créature, pour le harcèlement systématique et la destruction de l'équipement, pour l'intelligence derrière la terreur. Ils ne le croiraient pas de toute façon, et j'avais enduré 6 jours d'enfer sans perdre les derniers lambeaux de ma crédibilité à cause d'un récit honnête qui ressemblait à une crise de psychose. Ils m'ont donné de l'eau et des analgésiques, ont évalué mes blessures, et ont appelé par radio pour une évacuation par hélicoptère. Pendant que nous attendions, j'ai posé des questions sur mon itinéraire déposé quand ils avaient commencé à chercher, et j'ai appris que j'étais en retard de 40 heures avant que la recherche ne soit lancée. Protocole standard, rien de personnel, mais ces 40 heures avaient semblé infinies. L'hélicoptère a atterri dans une prairie à 1 kilomètre de mon emplacement, et ils m'ont aidé à marcher jusqu'à la zone d'atterrissage avec un garde de chaque côté pour me soutenir. Pendant le vol vers le centre médical régional de Kalispell, j'ai regardé par le hublot la forêt sans fin qui défilait en dessous et j'ai pensé à ce que j'avais laissé là-bas dans la nature. Mon équipement détruit, ma documentation, mes preuves, tout cela consumé par un terrain qui gardait ses secrets mieux que n'importe quelle conspiration gouvernementale. L'équipe médicale nous a accueillis sur l'héliport
et j'ai été pris en charge aux urgences, avec une efficacité qui a rendu les 6 derniers jours encore plus surréalistes. Les radiographies ont confirmé la fracture de la pommette et de l'os orbital, nécessitant une intervention chirurgicale programmée pour le lendemain. Ils ont soigné mes brûlures, m'ont administré des fluides CARV et des antibiotiques, et m'ont admis en observation compte tenu du traumatisme crânien. La superviseure Wilson m'a rendu visite ce soir-là, assise près de mon lit d'hôpital avec la sympathie maladroite de quelqu'un qui avait envoyé une garde en danger et l'avait récupéré blessé. « Jake a dit que vous aviez signalé des traces de primates le 2e jour, dit-elle prudemment, sans en faire tout à fait une question. J'ai regardé mes mains, j'ai gratté le ruban de la perfusion et j'ai choisi mes mots avec une précision taillée dans l'épuisement. J'ai trouvé des traces que je ne pouvais pas identifier. Un grand motif bipède. Je les ai documentés conformément au protocole. La vérité sans le contexte, les faits sans l'interprétation. « Avez-vous vu ce qui les a faites ?» demanda-t-elle, et son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse qu'elle voulait entendre. « Pas clairement, ai-je dit, ce qui était le meilleur mensonge que je pouvais gérer. Mauvaise visibilité, forêt dense. Ça aurait pu être des traces d'ours qui semblaient inhabituelles à cause de la déformation du substrat. Je lui donnai l'explication dont elle avait besoin, celle qui clôturerait le rapport d'incident sans alerter qui que ce soit. Wilson a hoché la tête, soulagé. C'est logique. Les ours sur leurs pattes arrière peuvent avoir l'air assez bizarres, surtout si le sol est mou. Nous allons suivre l'affaire du vandalisme au campement. Voir si nous pouvons identifier qui détruit la propriété du service des forêts là-bas. Elle est passée à la discussion sur mon calendrier de rétablissement, mon congé maladie, et quand je pourrais reprendre le service. Et j'ai laissé la conversation couler autour de moi tandis que mon esprit restait dans l'obscurité du Bob Marshall, écoutant des sons qui hanteraient le reste de mes années. L'opération pour réparer ma pommette s'est bien passée, ou aussi bien que se passe une chirurgie de reconstruction faciale. Ils ont inséré une plaque de titane pour stabiliser l'os orbital, m'ont bloqué la mâchoire pour laisser la fracture se consolider, et m'ont dit que j'aurais un engourdissement dans la joue gauche potentiellement pour toujours à cause des lésions nerveuses. J'ai passé 3 jours à l'hôpital à mettre mon histoire au point, à répéter le récit de la chute jusqu'à ce qu'il semble naturel, et au moment où ils m'ont laissé sortir, j'y croyais presque moi-même. Presque. Les cauchemars ont commencé immédiatement, des reconstructions vives de l'attaque qui me réveillaient en hurlant. Et le psychiatre de l'hôpital m'a recommandé un thérapeute spécialisé dans les traumatismes liés à la nature sauvage. J'ai accepté la recommandation, sachant que je ne raconterai jamais la véritable histoire au thérapeute. Le Missoulian a publié un bref article sur mon sauvetage, une garde forestière blessée dans une chute dans la nature sauvage de Bob Marshall. 3 paragraphes enfouis dans la section des nouvelles locales. L'article mentionnait mes années de service, l'évacuation par hélicoptère et mon rétablissement complet attendu. Rien sur les circonstances au-delà du récit officiel de la chute. Mais la communauté cryptozoologique a trouvé l'article d'une manière ou d'une autre, et en quelques jours, il a été partagé sur des forums et des blogs, avec des spéculations selon lesquelles ma chute était une histoire de couverture pour une rencontre avec un Bigfoot. Ils avaient raison, bien sûr, mais je ne pouvais pas le confirmer sans détruire tout espoir de retour à une vie normale. J'ai ignoré les demandes d'interview des animateurs de podcasts et des chercheurs amateurs. J'ai supprimé les emails me demandant ma véritable histoire. Et je me suis concentré sur la kinésithérapie pour retrouver une mobilité complète de ma mâchoire. 2 mois plus tard, j'ai été autorisé à reprendre le travail de bureau avec des restrictions contre les patrouilles en solo en milieu sauvage. Le service des forêts avait classé mon incident comme accident et panne d'équipement, n'avait posé aucune question embarrassante et m'avait réaffecté à un travail administratif au poste de Spotted Bear.
J'ai tenu 3 semaines avant de demander une mutation n'importe où avec moins de lien avec le Bob Marshall. La superviseure a compris, ou a cru comprendre, et m'a aidé à obtenir un poste d'enseignante dans le programme de foresterie de l'Université du Montana. Le travail était facile, en intérieur avec des horaires réguliers, enseignant la gestion de la nature à des étudiants qui n'avaient jamais connu de réelles menaces en milieu sauvage. J'étais doué pour ça, je gardais mes cours cliniques et basés sur des preuves, et je ne mentionnais jamais que parfois, dans des amphithéâtres bondés, je sentais une bouffée de résine de pin et devais m'excuser pour aller vomir dans les toilettes les plus proches. Le TSPT s'est manifesté de manière que je n'avais pas prévue. Les téléphones satellites déclenchaient des réactions de panique. Je ne pouvais pas marcher sur les sentiers bordés d'arbres du campus sans scruter les mouvements dans ma vision périphérique. Le bruit du bois frappant le bois, même quelque chose d'aussi anodin qu'un étudiant tapotant un crayon sur un bureau, faisait grimper mon rythme cardiaque. Je dormais avec les lumières allumées et un pistolet dans mon tiroir de chevet, bien que vivant au 3e étage d'un immeuble sécurisé où la seule menace était ma propre psychologie endommagée. La thérapeute m'a aidé, m'a donné des outils pour gérer l'hypervigilance et les pensées intrusives, mais elle ne pouvait pas m'aider avec la vérité fondamentale, que je savais que quelque chose existait dans la nature américaine qui ne devrait pas exister et que je ne pourrais jamais le prouver ou partager cette connaissance sans être qualifié de délirante. Je suis retourné une fois au Bob Marshall, 14 mois après l'attaque, conduisant jusqu'au départ du sentier de Spotted Bear avec du matériel d'enregistrement et des armes que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Le parking était le même, du gravier, de la poussière et des montagnes lointaines. J'ai signé le registre du sentier, noté mon itinéraire prévu, et j'ai parcouru environ 800 mètres le long de Pentagon Creek avant que la crise de panique ne frappe assez fort pour me faire courir jusqu'à mon pick-up. Je suis resté assise dans le véhicule, le moteur en marche et les portes verrouillées, tremblante, sachant que je ne trouverais jamais de réconfort par la confrontation. La forêt avait gagné. Elle gardait ses secrets et m'avait renvoyé brisée mais vivante. Et peut-être que c'était la seule résolution que j'obtiendrais jamais. Aujourd'hui, j'enseigne à mes étudiants les protocoles en milieu sauvage, l'équipement de communication approprié et les procédures d'urgence, comment évaluer les risques et savoir quand interrompre une mission. J'insiste sur l'importance de faire confiance à leur instinct lorsque quelque chose semble anormal, de ne pas laisser l'orgueil ou les horaires l'emporter sur l'instinct de survie. Je leur parle des pannes d'équipement et de la façon dont plusieurs systèmes de secours peuvent tomber en panne simultanément, de rester calme pendant les blessures, du fait que la nature est fondamentalement indifférente à la présence humaine. Je ne leur parle pas de l'intelligence dans ses yeux réfléchissants, de la destruction calculée de l'équipement, de la retenue qui a choisi de ne pas me tuer alors que me tuer aurait été trivial. Ces leçons vivent dans mon tissu cicatriciel et mes schémas de sommeil fracturés et dans la façon dont je ne peux pas regarder les téléphones satellites sans que ma poitrine ne se serre. Les preuves ont disparu. Les moulages d'empreintes se sont dissous dans le ruisseau pendant ma tentative de retraite. Les photos sur mon téléphone ont été corrompues, quelque chose à voir avec la corruption du système de fichiers après la décharge de la batterie qui a rendu les images irrécupérables. Mon carnet de terrain avec sa documentation détaillée a disparu dans la forêt, probablement détruit ou caché quelque part que je ne trouverai jamais. Le rapport d'incident du service des forêts mentionne des pannes d'équipement et un accident. Aucune mention de traces ou de comportement territorial. Je suis la seule preuve que quelque chose s'est passé dans ces bois et ma crédibilité en tant que preuve est compromise par le même traumatisme, qui rend les souvenirs peu fiables. Je me remets constamment en question dans les moments calmes avant de dormir, me demandant si la blessure a causé un délire, si l'isolement et la peur ont créé des hallucinations que mon esprit a insisté pour croire réelles. Mais ensuite je touche ma joue. Je sens la plaque de titane à travers la peau.
Et je me souviens du bruit du boîtier de mon téléphone satellite se brisant dans la poigne de quelque chose. Je me souviens de l'intelligence dans ses yeux, de la conscience de résolution de problèmes qui a choisi quel équipement détruire en premier. Je me souviens de la retenue qui a choisi de ne pas tuer. Et cette retenue me terrifie plus que la violence ne le pourrait jamais, car elle suggère que ces créatures, s'il en existe plusieurs, ont survécu sans être détectées en étant plus intelligentes que nous ne leur en avons donné le crédit. Elles connaissent les caméras, les téléphones et les appareils GPS. Elles savent comment éviter l'épreuve. Et elles connaissent la nature mieux que n'importe quel garde forestier humain ne le fera jamais. Je reçois encore des demandes d'interviews périodiquement, des emails de chercheurs et d'animateurs de podcasts qui ont entendu des rumeurs sur la véritable histoire derrière mon accident. Je les supprime tous. Les forums de cryptozoologie font parfois référence à mon cas comme une possible rencontre avec un Bigfoot, mettent un lien vers l'article du Missoulian et spéculent sur des dissimulations et des conspirations. Je n'interagis pas. La vérité n'a pas besoin de ma confirmation pour exister, et ma confirmation ne changerait rien de toute façon. La créature est toujours là-bas, utilisant toujours ses pistes de gibier et ses lignes de crête, traquant toujours à travers le Bob Marshall, avec une intelligence et une capacité qui en font le super prédateur que nous prétendons ne pas exister. Parfois, les mauvaises nuits, je pense à y retourner, bien équipé cette fois, avec du matériel d'enregistrement de qualité militaire. Une équipe de recherche et assez de puissance de feu pour me défendre contre tout ce que la forêt pourrait nous lancer. Puis je me souviens du bruit de ma tente testée de l'extérieur, du rythme des roches impactant autour de ma position, de la violence désinvolte de mon équipement détruit. Et je reconnais qu'aucune quantité d'équipement n'aurait d'importance. Si la créature avait voulu ma mort pendant ces 6 jours, je serais morte. Elle a choisi autrement pour des raisons que je ne comprendrai jamais, et tenter ma chance en revenant avec des caméras et des armes me semble insulter la pitié que j'ai reçue, si c'était de la pitié. Peut-être que c'était juste un prédateur pas assez affamé pour s'embêter avec la mise à mort, ou peut-être un avertissement territorial, ou peut-être de la curiosité sur ce que je ferais ensuite. Je ne le saurai jamais. Le poste à l'université est un bon travail. Je publie des articles sur la gestion de la nature. Je contribue à des revues de foresterie. Je conseille des étudiants diplômés sur leurs projets de recherche. Mes collègues connaissent vaguement l'accident. Assez pour expliquer les cicatrices faciales et la façon dont je sursaute aux bruits inattendus, mais pas assez pour poser des questions embarrassantes. Les étudiants apprécient mon approche pratique de l'éducation en milieu sauvage, l'accent mis sur les protocoles du monde réel plutôt que sur les connaissances théoriques. Je me construis une seconde carrière qui ne m'oblige plus à mettre les pieds en région isolée, et la plupart du temps, j'en suis reconnaissante. Mais certaines nuits, je rêve du Chinese Wall, d'être debout dans ce bassin et de regarder quelque chose d'impossible me regarder en retour, et je me réveille sans savoir si le rêve est un avertissement ou une invitation. Le service des forêts m'a envoyé mon dernier chèque 2 mois après que j'ai commencé à l'université, clôturant mon service avec l'efficacité bureaucratique d'une organisation traitant de la paperasse. 20 ans de travail en milieu sauvage réduits à des chiffres dans un dossier personnel. Aucune mention de ce que j'avais appris sur les limites de la connaissance humaine ou le prix à payer pour admettre ces limites. J'ai encaissé le chèque, payé mes factures médicales, et j'ai continué avec le fragment de vie normal disponible pour quelqu'un qui sait que les documentaires animaliers officiels sont incomplets. Il y a des super prédateurs dans la nature américaine qui n'apparaissent pas dans les guides de terrain, qui évitent les caméras de surveillance avec une précision systématique, qui font preuve d'une intelligence que nous ne sommes pas prêts à reconnaître, parce que la reconnaître exigerait de réécrire notre compréhension de l'évolution des primates et de la survie des espèces. Je garde une seule preuve, cachée dans le tiroir de mon bureau à la maison,
ou je la regarde occasionnellement pendant les nuits d'insomnie. Une seule mèche de poils brun-roux foncé, texture rêche d'environ 20 cm de long, que j'ai trouvé accroché au tissu de ma tente après l'attaque. Je ne l'ai jamais fait analyser parce que qu'est-ce que cela prouverait? Des résultats ADN montrant un primate inconnu seraient soit rejetés comme une contamination, soit ils détruiraient ma vie avec une attention et des exigences que je ne suis pas équipé pour gérer. Le poil est dans un petit sac en plastique, sans étiquette, et je le sors parfois pour me rappeler que je ne suis pas folle, que quelque chose de réel s'est passé dans ces bois, que je puisse le prouver à la satisfaction de quiconque ou non. C'est suffisant. Il faut que ce soit suffisant. Je décline poliment les demandes d'interview. Je n'interagis pas avec la communauté cryptozoologique. J'enseigne à mes étudiants la sécurité en milieu sauvage et les protocoles d'équipement. Et je ne mentionne jamais que parfois, la nature gagne. Peu importe à quel point vous êtes bien préparé, la nature sauvage de Bob Marshall reste isolée, sans route et pleine de secrets qu'elle garde mieux que n'importe quel programme gouvernemental classifié. Des randonneurs y disparaissent encore occasionnellement. Les équipes de recherche ratissent le terrain et ne trouvent rien, et les rapports officiels citent un accident, une mésaventure ou l'exposition aux éléments. Peut-être que ce n'est jamais que ça, ou peut-être que parfois les superprédateurs que nous ne reconnaissons pas décident que quelqu'un a empiété trop loin sur un territoire qui n'a jamais été vraiment le nôtre. Je n'y retournerai pas. Le matériel d'enregistrement et les armes sont des exercices théoriques, des rêveries sur ce que je ferais si j'avais un courage que je ne possède pas. La vérité, c'est que je suis une survivante qui a été marquée et relâchée, renvoyée à la civilisation avec des blessures qui guérissent et des souvenirs qui ne le font pas. Et le choix intelligent est d'accepter ce message et de rester à l'intérieur des limites que la créature a imposées. J'ai échoué à prouver ce qui m'a attaqué, et cet échec nous protège tous les deux. Une relation symbiotique entre prédateur et proie, qui ne fonctionne que parce que je me tais sur les détails qui comptent. L'article du Missoulian donne à la communauté cryptozoologique assez pour spéculer et au grand public assez pour rejeter, et j'existe dans l'intervalle entre ces interprétations, essayant de construire une version de la normalité qui n'inclut pas 6 jours de terreur. La plaque de titane dans ma joue déclenche maintenant les détecteurs de métaux dans les aéroports, nécessitant des fouilles et des explications sur de vieilles blessures. De toute façon, je prends rarement l'avion, préférant rester sur Terre dans le Montana où les montagnes sont visibles mais lointaines et où je peux maintenir l'illusion de contrôle sur mon environnement. Mon ex-mari s'est remarié, m'a envoyé une invitation au mariage auquel je n'ai pas assisté et a déménagé à Seattle où les arbres sont différents et la nature ne murmure pas les mêmes menaces. Je suis heureuse pour lui, sincèrement, reconnaissante qu'il ait trouvé quelqu'un qui ne se réveille pas en hurlant ou qui peut marcher à travers des peuplements de sapins de Douglas sans vérifier les lignes de vue. Je ne suis plus cette personne, je ne le serai probablement plus jamais, et c'est le prix à payer pour savoir des choses que les autres ne croient pas. Les étudiants de ma classe de gestion de la nature prévoient une étude de terrain estivale dans le Bob Marshall. Une recherche supervisée documentant les couloirs de faune et l'impact des sentiers. Ils m'ont demandé de les accompagner en tant que conseillère pédagogique, excité par mon expérience dans la région, désireux d'apprendre de quelqu'un qui connaît le terrain. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, sachant que je ne le ferais pas, préparant des excuses sur des conflits d'horaires et d'autres engagements qui sembleront assez plausibles. Je ne peux pas y retourner avec des étudiants, je ne peux pas risquer de les mener sur un territoire où les règles que j'enseigne ne s'appliquent même pas. S'il leur arrivait quelque chose parce que je les ai amenés à portée d'un prédateur que je sais exister mais dont je ne peux pas les avertir, ce poids serait pire que le TSPT existant. Alors je déclinerai finalement, je recommanderai un collègue pour superviser à ma place, et ils auront leur étude de terrain dans une nature qui remarquera ou non leur présence, selon des variables que je ne contrôle pas. C'est ma vie maintenant. L'enseignement, la recherche,
l'évitement de déclencheurs spécifiques. Et des nuits où je ne peux pas dormir, alors j'écris ces mots en sachant qu'ils ne seront jamais publiés, ni partagés, ni utilisés comme le témoignage qu'ils sont réellement. Ce récit existe pour moi, une validation que je ne fabrique pas de souvenirs ou ne construis pas un délire. La preuve que j'ai survécu à quelque chose de réel même si les preuves ne sont pas d'accord. Le service des forêts est passé à autre chose. La communauté cryptozoologique m'a oublié. Ma thérapeute pense que je fais d'excellents progrès. Et la créature dans le Bob Marshall se fiche de tout ça parce que les créatures ne traitent pas la bureaucratie humaine ou la guérison psychologique. Elle est toujours là-bas, faisant ce qu'elle fait quand les humains ne regardent pas. Et je suis ici à Missoula, enseignant à des étudiants qui pensent que la nature est un concept que nous pouvons gérer avec les bons protocoles. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que 99% des rencontres en milieu sauvage suivent des schémas prévisibles que nous pouvons étudier, auxquels nous pouvons nous préparer et auxquels nous pouvons survivre grâce à une prise de décision intelligente. Mais ce 1%, les rencontres qui ne correspondent pas aux guides de terrain, les prédateurs que nous n'avons pas catalogués, l'intelligence opérant dans des espaces où nous pensons être seuls, ce 1% est suffisant pour réécrire tout ce que nous pensons savoir. Je suis la preuve vivante de ce 1%, pommettes cassées, plaques de titane et tout le reste. Et la preuve n'a pas d'importance parce que personne ne veut qu'elle en ait. Nous avons besoin que notre nature soit connaissable, qu'elle suive des règles que nous avons établies, qu'elle ne contienne que les menaces que nous avons documentées dans les revues et les manuels. Admettre le contraire signifie admettre que nous ne sommes pas réellement au sommet de la chaîne alimentaire partout où nous allons, et cette admission coûte plus que ce que la plupart des gens sont prêts à payer. Je l'ai payé. 6 jours en enfer, un visage fracturé, une trajectoire de carrière détruite, des cicatrices psychologiques permanentes, et la connaissance que je ne pourrais jamais marcher dans une forêt profonde sans cette conscience d'animal proie, d'être observé. Ce n'est pas un échange équitable pour la survie, mais la survie est rarement équitable. Je suis en vie, fonctionnel pour la plupart, et je construis quelque chose qui ressemble à une vie après les événements. Il faut que ce soit suffisant. L'alternative est de laisser la terreur gagner complètement, et je lui ai déjà cédé assez de territoire sans abandonner le reste. Alors j'enseigne mes cours, je publie mes articles, je décline mes demandes d'interview, et je garde ma mèche de poil dans un sac en plastique comme rappel que des choses impossibles existent, que nous les reconnaissions ou non. La nature sauvage de Bob Marshall est toujours là, toujours isolée, gardant toujours ses secrets mieux que je ne pourrais jamais les raconter.